11h du matin, sur le périphérique parisien. Yannick et Denis, policiers en civil à la CSI, la compagnie de sécurisation et d'intervention, partent en mission dans les quartiers sensibles du nord de la capitale. Soudain, une sirène retentit sur la fréquence de la police. Il s'agit d'un appel général uniquement utilisé en cas d'extrême urgence. Un individu armé qui aurait pris la fuite vers le périphérique. Il y aurait eu échange de coups et pas de coups. Qu'est-ce qui se passe, Yannick, là? On a eu un braquage de bijouterie sur le 13e avec 2 motos en fuite sur le périphérique. Donc si ça remonte sur le nord de la capitale et sur les secteurs nord-est de Paris, on va aller se positionner sur une porte. Le braquage est produit à l'autre bout de Paris. Mais les 4 malfaiteurs ont pris la fuite par le périphérique en direction du nord de la capitale, la même où patrouillent Yannick et Denis. Alors, ils tentent un coup de poker. Ouais, pour le VMA, on va se mettre porte de la Villette. Se placer en embuscade, porte de la Villette, en espérant que les braqueurs empruntent cette sortie. L'objectif, c'est d'essayer de voir s'ils arrivent par ici. On a des secteurs assez criminogènes sur le nord-est et la banlieue nord-est de Paris, donc il est déjà arrivé que ça revienne par ici. Encore quelques secondes d'attente, et Yannick va savoir si son pari est payant. J'ai des effectifs à la courette, un porte de Pantin derrière les auteurs. Yannick a eu du flair. Les braqueurs sont bien remontés dans leur direction, mais ils sont sortis porte de Pantin, à seulement une porte de là. Yannick et Denis foncent pour tenter d'intercepter les criminels. Trace tout droit en tête. Il y a un moto qui est par terre. 2 des 4 braqueurs ont perdu le contrôle de leur moto et sont partis en courant. L'accident vient de se produire. Les truands sont forcément tout près. Va tout droit, ils ont tracé. Cours, tu sors. La course-poursuite s'engage. Denis et Yannick sont rejoints par leurs collègues motards. C'est où? Les policiers savent que les premières minutes de la traque sont capitales. Plus le temps passe, moins ils ont de chances de rattraper les braqueurs. Par là-bas. Un chauffeur routier a vu l'un des fuyards et donne de précieuses informations. Pour cette chasse à l'homme, la police sort les grands moyens. Un hélicoptère suit le déplacement des braqueurs et informe les policiers. L'un des suspects a été repéré à proximité d'un gymnase, à moins de 100 mètres. Le criminel est maintenant poursuivi par une quinzaine d'hommes qui ratissent le stade et ses environs. Bouge. Après 20 minutes de poursuite, le suspect est interpellé. Pour tenter de masquer sa fuite, l'homme s'était déguisé en animateur sportif en empruntant une chasuble. Heureusement, un témoin avait repéré son petit manège et a prévenu ce policier. Et après le mec il dit moi j'ai vu que c'était pas un animateur, il dit je l'ai enlevé chasuble, je lui ai dit qu'il dégage. Il a proposé de l'argent au mec en disant protège-moi, il fait une grosse connerie, machin et tout. C'est vrai? Ah ouais, c'est le témoignage, c'est qui c'est ce que me dit un des animateurs là. Et après donc le mec il s'est barré, il est rentré, les mecs l'ont suivi. L'homme interpellé a 24 ans. Les policiers de la CSI le connaissent bien. Ils l'ont arrêté pour la première fois alors qu'il n'avait que 16 ans. Depuis, avec 37 condamnations à son actif, ce jeune délinquant est devenu un spécialiste des vols avec violence. Comment vous l'avez interpellé? Il s'était réfugié avec des gosses, il était rentré dans le gymnase, il avait pris des gosses à côté de lui là, il est style de rien et quand il nous a vus, il a commencé à prendre la courette et on l'a chopé. T'inquiète, ça ne bouge pas quoi. Ouais, ça fait plaisir. C'est pour ça qu'on fait ce boulot là quoi. Moi j'avais un sac. C'est pas choper les mecs comme ça. Pour l'instant, un seul des 4 braqueurs a été interpellé. Et les armes ayant servi au braquage n'ont pas été retrouvées. Mais pour Yannick et tous les autres policiers, il s'agit d'une première victoire. Bon bah là, ça a payé pour nous, hein. On est plutôt contents, plutôt satisfaits quoi. Parce que des braqueurs de bijouterie, on n'en fait pas tous les jours. Ça s'est bien goupillé, tout le monde a été super actif, donc c'est une belle affaire. Durant toute la poursuite, les ouvriers de la porte de Pantin étaient aux premières loges. Ils n'en reviennent toujours pas.
Est-ce que vous faites de l'animation là? Ah, il y a de l'action là. Ouais. Il y a de l'action. Non mais. On voit toujours à la télé, on a vu avec le peuple des idées. On dirait c'est pas un bien, film. mais On entend les motos, on entend les policiers, c'est impressionnant quoi, ouais. Un peu. Mais bon, c'est Paris hein. Cet ouvrier n'a pas perdu une miette de la scène. Il apporte aux policiers un témoignage capital. Il l'a vu partir avec le sac rouge, le mec. Rouge et blanc. Il y avait un sac, on dirait tu sais, une sacoche de fusil à pompe. Ouais. Bah, il s'est barré comme ça par là. Et effectivement, dans un fourré près du gymnase où a été interpellé le suspect, les policiers retrouvent la housse décrite par le témoin. On touche à rien, on met tout le temps une collègue ici. C'est un fusil à pompe canoncier. C'est une arme qui est courte mais très puissante. Et vous voyez, il y a une douille qui est approvisionnée à l'intérieur, non percutée. Et donc potentiellement très dangereuse. Donc là, elle est vraiment prête à tirer. Ah ouais, elle est super dangereuse. Un peu plus loin, les policiers retrouveront également cette hache, une arme beaucoup plus rustique, très prisée par les braqueurs. En général, ils arrivent, ils cassent le présentoir vitré à la hache, et puis bon, voilà, ils ont des grands sacs de sport, ils font des mouvements amples, ils mettent tout dans les sacs de sport et ils se cassent. Les fusils à pompe sont faits pour dissuader les gens de s'approcher. Après la découverte de ces précieuses pièces à conviction, les bonnes nouvelles s'enchaînent pour les enquêteurs. Quelques minutes plus tard, ils apprennent qu'un deuxième suspect a été arrêté. Les policiers comptent sur l'audition des 2 braqueurs interpellés pour identifier leurs 2 complices toujours en cavale. Ils risquent tous 20 ans de prison. À l'autre bout de Paris, le couple de bijoutiers victimes du braquage est encore sous le choc. Le drame s'est produit il y a 2 heures à peine. Les truands ont dérobé pour plus de 30 000 € de bijoux. Vraiment, j'ai très peur. Ils sont vraiment... Il a donné coup de pied très fort dans la porte, 2 fois. Moi, j'ai envie de sortir. Après, il m'a poussé là, je suis tombée par terre là. Le monsieur, il est toujours dans l'atelier. Il a dit, laisse tomber eux qui ramassaient. Il m'a tiré dans un coin. On a fermé la porte, ça. Tous les 2 là-dedans. Ils ont fermé la porte. Ils me tapaient, mais parce que la porte, c'est trop dur, ils fermaient. Comment vous vous sentez maintenant? Oh non, c'est toujours... C'est pas encore calmé, vraiment, j'ai trompé. Cette bijoutière n'est pas un cas isolé. Depuis quelques années, les criminels ne s'attaquent plus aux grosses bijouteries. Ils préfèrent braquer les petites boutiques au système de sécurité moins sophistiqué. En avril dernier, au cours d'un braquage qui a mal tourné, un petit bijoutier parisien a été abattu par ses agresseurs. En 2010, les braquages de bijouterie ont augmenté de 40% dans la capitale. Paris. La ville lumière est la plus visitée au monde. Près de 30 millions de touristes chaque année. C'est plus de 12 fois la population parisienne. Autant de cibles potentielles pour les voyous en tout genre. Plan ensemble. Regarde-vous. 4 unités spécialisées de la préfecture de police traquent sans relâche ces délinquants. C'est bon, viens. La BAC 75N, la brigade anti-criminalité de nuit, quadrille les quartiers les plus chauds de la capitale jusqu'au petit matin. Leur bête noire, les délinquants en 2 roues. La compagnie de sécurisation et d'intervention compte, elle, 240 hommes, capables de gérer les situations les plus dangereuses. Chaque année, le 13 juillet, ils sont la cible de voyous qui les provoquent à coups de petits explosifs. Pour les missions les plus risquées, c'est le groupe de soutien opérationnel qui intervient. Une unité d'élite, 12 hommes surentraînés et spécialisés dans les interpellations d'individus dangereux. Autre unité spéciale, les hommes de la brigade des réseaux ferrés. Inlassablement, ils chassent les pickpockets dans le dédale des couloirs du métro parisien. Donne, dépêche-toi. Vous avez des pickpockets qui étaient derrière nous. Et ils vous ont pris quelque chose. C'est mon porte-monnaie. C'est votre porte-monnaie? Pendant plusieurs mois, nous avons partagé les missions à haut risque de ces policiers toujours en alerte.
Nous sommes le 13 juillet, veille de fête nationale. À Paris, comme partout en France, les balles des pompiers battent leur plein dans une ambiance bon enfant. Mais pendant ce temps, certains quartiers de la capitale s'embrasent. Les voyous parisiens ont trouvé un nouveau jeu pour provoquer la police. C'est pour faire quoi? C'est pour s'amuser? Ils s'amusent toute l'année avec nous. Nous, un jour, on s'amuse avec eux. Un jeu pour le moins dangereux qui consiste à viser les policiers avec des feux d'artifice. Les accidents ne sont pas rares et virent même parfois au drame. L'an dernier, une vieille dame a péri brûlée vive dans son appartement à la suite d'un tir de mortier. Dès le début de l'après-midi, la compagnie de sécurisation est sur le pied de guerre. Elle s'apprête à vivre l'une des plus longues nuits de l'année. Ensemble au commandement repos. Bravo 1, Bravo 2 sur le 18. Bravo 3, Charlie 1, 19. Charlie 2, Charlie 3, 20e. Une dernière précision, énormément de cocktails Molotov ont été saisis dans les cités par des collègues locaux. Faites très attention, si on vous annonce des véhicules en feu, c'est à coup sûr un piège. 21h, début de mission pour Pierre, policier à Paris depuis 10 ans. Ce soir, lui et ses hommes vont devoir sécuriser les 3 arrondissements les plus chauds de la capitale, dans le nord de Paris. Pour l'instant, tout est calme, tout se passe bien. On nous signale déjà quelques tirs de feu d'artifice, mais rien de bien grave. Mais Pierre sait que le calme sera de courte durée. Il tient à nous montrer comment les délinquants détournent les feux d'artifice pour agresser les forces de l'ordre. Vous voyez là, vous avez le truc typique. Donc c'est normalement quelque chose qu'on plante dans la terre et qu'on allume et qui doit faire donc un feu d'artifice. Là, quand vous le prenez comme ça, que vous le tirez à tir tendu, bah voilà ce qui part. Vous avez une boule de feu comme ça qui part. Ça, vous le prenez en tir tendu sur vous, ça peut vous blesser très grièvement. Pour éviter que la soirée ne dégénère, la première mission de Pierre est d'empêcher les voyous de s'approvisionner en mortier. Pour la Bravo 11, donc Théo Alpha, donc vous pouvez nous rejoindre au 21 Borpel. Motif? On a un magasin qui vend des mortiers sans autorisation là. Aussi étonnant que cela puisse paraître, en France, n'importe qui peut acheter des mortiers et autres feux d'artifice. Ils sont en vente libre. Mais durant le mois de juillet, à Paris, un arrêté préfectoral interdit aux commerçants de les vendre. Tous ne respectent pas la loi. Manifestement, vous vendez des artifices. Vous connaissez la réglementation sur les ventes. Donc j'ai un pyrotechnique. Monsieur, je ne parle pas à vous, je m'imagine le gérant, c'est vous. D'accord. Moi, c'est associé. D'accord. Alors ça, c'est interdit. Du 1er au 31 juillet de l'année. D'accord. C'est interdit. Donc vous allez me sortir tout ce que vous avez en artifice là. Vous me le mettez là. Moi, j'ai pas vendu un mineur. Je vends pas un mineur. Qui vous a parlé mineur? C'est interdit du 1er au 31 juillet. Est-ce que j'ai bien été clair? Est-ce que j'ai été bien clair ou pas? Vous savez à quoi ça sert ça le 13 juillet, monsieur, et le 14 juillet, dans ces quartiers ici? C'est dans le ciel, non? Ouais, bien sûr. Ça sert à tirer sur les policiers. Allez, vous me sortez tout ça là. Le commerçant tente de minimiser les faits, mais il devra payer une amende de 1 500 €. Et pour ce soir, Pierre ne veut prendre aucun risque. Là, c'est fini pour ce soir. Vous baissez le store. Et terminé. Ça très bien. Le magasin restera fermé jusqu'au lendemain matin. 21h30, Pierre et ses collègues reprennent leur patrouille. Soudain, c'est un colis suspect qui attire leur attention. Il y a surtout des trucs en plastique qui sont coincés là sous le camion. Selon les hommes de la CSI, cette boîte vide serait une sorte de message pour prévenir les policiers de ce qui les attend ce soir. D'après eux, le message pourrait venir de ces 4 jeunes sur la gauche de l'écran. Repérés, ils prennent la fuite, non sans lancer quelques insultes à l'attention des policiers. Trop tard pour engager la poursuite. Venez me voir, jeune homme. Venez me voir. Jeune homme, je vous parle. Ça va, monsieur? Je rentre chez moi là tout de suite. Mais Pierre profite de la présence d'un autre jeune du quartier pour tenter d'obtenir quelques renseignements et à son tour, faire passer un message. Ce soir, on veut une soirée tranquille, d'accord? Donc vous allez aller voir vos petits amis qui s'amusent à partir en courant. Dès qu'ils nous voient, j'ai pas que ça à faire. Je vais pas passer ma soirée à courir après des gamins. Monsieur, je suis là. Regardez-moi, d'accord? Donc regardez-moi quand je vous parle. D'accord? Arrêtez de rigoler. Arrêtez de rigoler. Je rigole pas. Arrêtez de rigoler. C'est n'importe comment vous connaissez. Arrêtez de rigoler déjà. D'accord. Très bien. Bon, vous allez passer le message à tout le monde. Ce soir, je fais une soirée tranquille.
je fais passer le message, mais je pense pas, franchement. Vous pensez que ça va se passer comment alors? Moi je pense que ça va être une galère. C'est-à-dire? Il y aura le CRS, tout ça va être une galère, mortier. Ah ouais? Et vas-y, c'est eux, ils vont pas s'arrêter. Donc là, ils ont tout ce qu'il faut et ça va être encore la fête, quoi, c'est ça? Non, ils ont des mortiers, ils ont des trucs comme ça, c'est rien. C'est rien? On voit que vous en avez jamais pris dans les jambes ou sur la tête. C'est quoi? Voilà, donc un mortier en fait de calibre 40 mm, c'est-à-dire quasiment le même calibre que ça, avec 12 bombes à pouvoir projeter. Ça, c'est 7 mètres distance de sécurité, ça 15 mètres. Ce qui veut dire en fait l'impact est doublement plus fort que celui-ci. Plus l'effet incendiaire évidemment. Le ton est donné. Les jeunes du quartier veulent en découdre. Et ils ont déjà préparé le terrain en vue de leur affrontement avec la police. Donc voilà, ils ont déjà décelé le système de sécurité pour mettre la rue dans le noir. Et comme les petites rues qui sont derrière sont des rues très étroites, déjà sombres naturellement, on n'y verra rien. Les cibles favorites de ces délinquants, les policiers bien sûr, mais aussi les pompiers et même parfois leurs propres voisins. Ils ont juste ouvert la porte et jeté dedans. C'est pas normal. Il y a quelques minutes, dans ce quartier populaire, des jeunes viennent de tirer au mortier sur la vitrine de ce restaurant. 23h, les hostilités commencent. On va traiter René Binet et ensuite on va aller sur Raymond Queneau où on a une cinquantaine d'individus qui commencent également à dégrader la rue. Donc ça y est, la nuit est tombée. Il y a des appels de renfort un peu partout, ça commence à exploser tout azimut. La soirée commence réellement maintenant. Théo Victor de Théo Alpha sur place, on a déjà les pompiers en intervention. Ok les gars, vous casquez. Ok, on casque. Des voyous ont dressé des barricades de poubelles en plein milieu d'une rue avant d'y mettre le feu. Leur but, attirer pompiers et forces de l'ordre dans un guet-apens. Alors là, c'est des feux d'artifice et des tirs de mortier qui doivent être tirés d'un peu plus loin. Vous les voyez là-bas. Pour l'instant, ils sont tirés en l'air, donc ça a l'air d'être assez festif, on va dire. En fait, ça, c'est pour nous attirer. Dès que les forces de police vont s'approcher, en tir en l'air, on va passer en tir tendu sur nos effectifs. Pour permettre aux pompiers de travailler en toute sécurité, Pierre et ses hommes se rapprochent au plus près des délinquants. Objectif, faire cesser les tirs et tenter de les interpeller. Alors, les mecs sont derrière, sont juste derrière le grillage là, d'accord ? Un groupe de tireurs a été repéré à l'autre bout de la rue. Pierre divise son unité en deux pour tenter de les prendre au piège. On va aller se mettre à l'angle là-bas. La une, elle va aller se positionner juste dans la pénombre là-bas. Et si les mecs restent sur Schneider, on les prendra en tenaille. Ok ? Allez, c'est parti. Le groupe de Pierre progresse prudemment. Ils savent qu'à tout moment, une embuscade est possible. Bravo une de Théo Alpha. Vous avez les mecs à l'angle de... Et quelques secondes plus tard... Allez, go! On avance, les gars, allez! À l'angle de la rue, les policiers tombent sur une dizaine d'adolescents. Ils sont immédiatement contrôlés. 2 d'entre eux sont particulièrement jeunes. Et toi, quel âge as-tu, mon ami? 12 ans. Il est 23h passé, il y a des tirs. T'as strictement rien à faire ici, d'accord? T'habites où? Ils se retrouvent engrainés avec des plus grands 15-16 ans qui leur font faire tout et n'importe quoi, sachant qu'ils sont totalement irresponsables pénalement. En général, c'est plutôt eux qui sont mis en avant parce que s'il y a des interpellations, ça ne va pas chercher bien loin. Donc voilà. Donc on a essayé de recontacter quelques familles, des mères de famille qui sont descendues, leur reconfier les enfants pour qu'ils les récupèrent, qu'ils les remontent et puis qu'ils arrêtent là pour ce soir. Des fusées sont retrouvées à proximité, mais les jeunes n'ont rien sur eux et aucun d'entre eux n'a été vu en train de tirer. Le contrôle s'arrête donc là. Bon, Nico, on va retourner aux voitures, on va lâcher un petit peu la pression là. Sinon ils vont nous faire cavaler toute la soirée. Ça marche? Très bien. Allez, tout à l'heure. Allez, on part. 30 minutes plus tard, dans une autre cité sensible de la capitale, la tension monte d'un cran. Nouvel incendie à sécuriser pour Pierre et ses hommes. Cette fois, les voyous n'ont pas hésité à mettre le feu à une benne de chantier à quelques mètres seulement des habitations. Des immeubles de très grande hauteur et une architecture en surplomb rendent cette intervention particulièrement risquée. D'ailleurs, les policiers sont accueillis par un premier tir de mortier. Ah, elle a pas tapé loin celle-là. Ok, pareil, on va se mettre là, bouclier, 40.
Bon, pour l'instant, c'est sécurisé. On n'a pas affaire à des gens qui sont quand même très vaillants et très courageux. Dès qu'on arrive, vous avez vu, ils partent tous tout de suite en courant. Donc bon, il n'y a pas... c'est assez lancinant en fait comme travail. Il faut toujours recommencer. Et là, maintenant, on va attendre que les pompiers arrivent. Pierre pense avoir la situation bien en main, mais il est loin d'imaginer ce qui l'attend. Là, je trouve qu'il y a eu... Ça a été attention. Une fusée de mortier explose à quelques centimètres de notre caméraman et blesse sérieusement Pierre à la main. Putain merde. Allez, on reste pas là les gars, on va bouger. Protégez-vous derrière les murs les gars. Restez pas des cibles là. Donc vous voyez, quand je vous disais que c'était des produits qui étaient qui pouvaient être dangereux, qui brûlaient, bah voilà, vous en avez la preuve. Donc on va pas rester là. Le problème c'est qu'il va falloir sécuriser l'action des pompiers, donc la caillasse encore. Restez pas au paquet, on se fait canarder là. Encore. Malgré ses gants de protection, la blessure de Pierre est sérieuse. Il est brûlé au 2e degré. En 2008, l'un des collègues de Pierre a été atteint par un tir de mortier en plein visage. Il a perdu un œil. Ok, il y a du monde chez nous là-bas. Malgré le danger, les pompiers doivent éteindre l'incendie. Pour se protéger des tirs et des caillassages, ils s'abritent sous les échafaudages. La cité est trop grande. Impossible pour Pierre et son équipe de localiser les auteurs des tirs de mortier. Ils partent pour une autre urgence qui, cette fois, va les conduire directement au contact de leurs agresseurs. Sur le 18e arrondissement, les agents de la ville qui ont voulu fermer le square ont été pris à partie. Il y a des collègues de chez nous qui se sont rapprochés, on s'est fait caillasser un véhicule. Donc là, on va aller en soutien. De l'autre côté ? Ouais, on va aller en soutien de nos effectifs. 2h du matin, le nord de la capitale s'embrase. Plus la nuit avance, plus les voyous montent en puissance. Chaque cité essaie de faire plus fort et si possible plus mal que la cité voisine. Allez, arrête ! Derrière les bouclards ! C'est bon. Reculez ! On a accompagné les effectifs du 18e. On a chargé sur la rue Léon, on a fait descendre les mecs sur plus loin que Doudoville, sur Ordonner. Et en fait, ils gravitent autour des forces de police et des pompiers. Pour l'instant, le secteur est redevenu calme, le feu éteint, il n'y a plus de soucis. Ça va être ça toute la soirée, hein. On va jouer à Catch Me If You Can. Le bouclier arrière reste ici en protection arrière. Bouclier arrière ici. Dans cette zone sensible du nord de Paris, les voyous ont franchi un degré supplémentaire sur l'échelle de la délinquance. Après les poubelles et les bennes de chantier, ils ont mis le feu à des scooters en plein milieu d'une rue. Ouais, Théo Victor, un groupe de jeunes gens, ils sont partis à l'intérieur. Mais cette fois, les policiers ont repéré les délinquants. Ils ont pris la fuite dans cette cité. C'est ouvert ? Immédiatement, Pierre et ses hommes les prennent en chasse. Attention aux projectiles ! En plein milieu de cette scène aux allures de guérilla urbaine, une jeune femme rentre chez elle. À quelques secondes près, la fusée lui explosait en plein visage et l'aurait probablement défigurée. Les motards, allez nous les récupérer, ça sort sur Ourcq, les mecs sortent sur Ourcq, au 3 Ourcq, au numéro 3 de la rue de l'Ourcq. Les tireurs de mortier sont passés dans une autre cité qui débouche dans une rue opposée. Les motards vont tenter de les prendre à revers, tandis que Pierre et Hervé vont les traquer directement au cœur des HLM. Ça s'est réfugié là, tu vois, c'est ouvert. Et t'as un mec qui est là. C'est rentré dans le 2e hall. Le 1, 2, 3e. 3e hall. En progression à l'intérieur de la cité. Escalier. Comme ils habitent dans les lieux, il suffit qu'ils remontent les escaliers, rentrent chez eux et puis voilà, c'est terminé. Donc on essaye de venir le plus rapidement possible, mais comme vous pouvez constater, c'est pas évident quoi. Pour Pierre et ses collègues, tout espoir de retrouver un des tireurs de mortier semble perdu. Mais en sortant de la cité, ils aperçoivent 2 tireurs isolés à quelques mètres seulement. Enculé. Là, récupère-la, récupère-la. Sors.
L'un des 2 délinquants est interpellé, mais le deuxième reste introuvable. Je vais pas à l'autre. Heureusement pour nous, ils ne sont pas toujours très intelligents. Il est resté sur place avec ses copains. En prospectant aux alentours, on a retrouvé un gros stock de munitions. Et le mortier lanceur était là, et les bombes étaient dissimulées à l'endroit où je les ai vu les poser. Voilà, là c'est abouti. J'ai rien fait, monsieur. Ce que je supporte pas, c'est qu'on l'a vu faire, et qu'il me dit les yeux dans les yeux, je te jure que je n'ai rien fait. Ça coûte quoi d'assumer? Tu peux me le garder une seconde? Le jeune homme est placé en garde à vue. Il sera libéré au bout de 24 heures et convoqué dans quelques mois devant le tribunal correctionnel pour y être jugé. Il risque 3 ans de prison et 45 000 € d'amende. Ce soir-là, à Paris, la police a procédé à 328 interpellations et 220 gardes à vue. Chaque année, en France, les forces de l'ordre subissent plus de 12 000 agressions. Pour Pierre, malgré sa blessure, le bilan de la nuit est positif. Je pense que tous les fonctionnaires qui intègrent ce genre d'unité viennent pour vivre ce genre d'événement, ce genre de soirée. Maintenant, il n'y a pas de collègues de blessés. Il y a des interpellations qui sont faites. Pour nous, pour l'instant, c'est une très bonne soirée. Il n'y a pas de souci. Les quartiers populaires où opèrent Pierre et ses hommes sont loin d'être les seuls terrains de délinquance. L'avenue des Champs-Élysées est un des lieux les plus visités de la capitale. Presque 20 millions de personnes s'y pressent chaque année. La plus belle avenue du monde est aussi l'une des plus chères de la planète. Une adresse de prestige incontournable pour les plus grandes marques. Mais depuis quelques années, l'avenue est la cible de délinquants qui dépouillent ou agressent les touristes français et étrangers. Alors, les autorités ont pris des mesures draconiennes et en ont fait l'avenue la plus surveillée de France. Les patrouilles de police sont incessantes, pourtant, certains délinquants sévissent toujours. Ce soir, Laetitia et Joris de la BAC 75N, la brigade anticriminalité de nuit, sont une des équipes en mission sur les Champs-Élysées. Mais le problème, c'est qu'elle n'est plus la plus belle avenue du monde la nuit. C'est devenu le lieu de rendez-vous des groupes à risque. Et justement, une agression vient de se produire. Leurs collègues de la BAC interpellent l'auteur présumé. Qu'est-ce qui se passe là? Faut pas vous en vouloir, c'est pas de votre faute. Les victimes sont encore sous le choc. Ces 3 jeunes femmes ont été agressées par plusieurs hommes. On était en train de marcher, c'est le soir de mes 20 ans. Et ce monsieur dans la voiture m'a soulevé ma jupe, ma robe, à 2 reprises. Et pour la plus belle avenue du monde, qui est censée être la plus belle avenue du monde, je trouve ça irrespectueux. Et heureusement que la police est là. Parce que sans eux, je sais pas ce qui aurait pu se passer. Ça fait très peur de se faire soulever sa jupe. On ne sait pas ce qui peut se passer et oui. Les victimes font leur déposition devant les policiers, quand tout à coup, l'une d'elles désigne un autre de ses agresseurs resté sur place. Mais dites-le moi, Ceux qui sont assis là, ils étaient avec le mec. Et celui qui a une veste noire, c'est le mec qui est derrière vous. Les policiers interpellent immédiatement le jeune homme. À quelques mètres de là, un autre jeune décide de quitter les lieux. Il est aussitôt rattrapé par un homme de la BAC. Quant au suspect interpellé par Joris, il ne cesse de clamer son innocence. Et vous vous trompez, j'étais juste là, il y a même le portier, il va vous dire que j'attendais une personne devant le quai. Elle se trompe, je vous promets. Il y a le portier, il va vous dire. Mais non, elle t'a reconnu. Je vous promets que non. Il y a le videur, il va vous dire que j'étais là devant lui, avant que vous veniez. Allez, viens. Tu t'expliqueras là-bas. Pour l'instant, on peut rien faire d'autre. Mais ayant été formellement reconnu par la victime, il est tout de même emmené au poste de police par Joris et Laetitia, le temps de l'enquête. Les agresseurs présumés sont placés en garde à vue. Les victimes, elles, tiennent à porter plainte. Mais les policiers de la BAC doivent d'abord convaincre l'officier de police judiciaire qu'il possède assez de preuves pour que la plainte soit recevable. Avant que nous, on les voit,
Ils les avaient déjà, voilà. Et ils avaient déjà tenté et posé des mains, parce que j'ai demandé, hein, il y a déjà eu des attouchements avant même que nous on voit la scène. Non, de toute façon, on a une agression à caractère sexuel, c'est une agression sexuelle. Et des attouchements, puisqu'elle s'en plaint, donc on va retenir les deux. Attouchement et agression sexuelle, ouais. Ça marche. Okay. Merci. Merci, lieutenant. Au cours de sa garde à vue, le premier jeune homme interpellé reconnaîtra les faits. Jugé en comparution immédiate, il sera condamné à 3 mois de prison avec sursis. Le deuxième suspect, lui, sera totalement innocenté. La victime a reconnu s'être trompée. Cette agression est loin d'être un cas isolé. Chaque année, on compte plus de 1000 agressions dans le quartier des Champs-Élysées, presque 3 par jour. 1h du matin, dans le quartier très touristique de Pigalle. Célèbre dans le monde entier, le spectacle du Moulin Rouge vient de se terminer. Une soirée magique pour des centaines de touristes venus des 4 coins de la planète. Pourtant, à seulement quelques mètres de là, l'ambiance n'est pas à la fête. Joris, Laetitia et Vincent sont appelés en renfort pour une nouvelle agression. Cette jeune étudiante islandaise vient de se faire arracher sa valise et son sac à main. Quelques mètres plus loin, un autre équipage de la BAC interpelle le voleur présumé. Le gars a tenté de lui voler son sac. Allez-y, mademoiselle. D'accord. Avant d'être arrêté, le suspect s'est débarrassé d'une partie de son butin. Joris et son équipe repartent sur les lieux de l'agression à la recherche des affaires manquantes. La victime est encore sous le choc. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a arraché ma valise. J'ai couru après lui en criant qu'il pourrait prendre tout mon argent, que je voulais avoir mon portable, ma valise. C'est la première fois que vous vous faites agresser à Paris? Oui. Bah, vous veniez de là? Je suis venue par Blanche. Oui. Donc de la place là? J'ai plus. Vous avez plus? Non, j'ai couru. C'était devant la porte, par là. Je vais aller les chercher, mademoiselle. Bougez pas. Après quelques minutes de recherche, l'étudiante récupère une paire de chaussures et le reste de ses affaires. C'est ça? Ouais, c'est ça. Tenez, restez dans la voiture. On va vous amener au commissariat. Direction le commissariat pour recueillir le témoignage de la victime. L'affaire semble quasiment bouclée, mais les policiers vont devoir faire face à une difficulté inattendue. Non, je veux rentrer. Vous pouvez pas me forcer, non? Vous pouvez pas me forcer, j'habite là. Il y en a pour 5 minutes, mademoiselle. Non. Vous pouvez pas déposer plainte contre la personne qui vous a agressé. Sinon, le garçon, là, on va le laisser repartir et si ça se trouve, il va refaire exactement la même chose dans 5 minutes. Non, attends, vous pouvez pas me forcer. Il est déjà très tard, je voulais que de dormir. Celle-là, c'est juste là, donc je veux plus... Je veux pas aller quelque part. Fatiguée et surtout choquée, l'étudiante refuse d'aller porter plainte. Elle veut rentrer chez elle. Le policier qui a interpellé le délinquant essaie de la faire changer d'avis. Il faut que vous déposiez absolument plainte parce que cet individu risque de recommencer son méfait si vous ne déposez pas plainte. Le problème, c'est que sans dépôt de plainte, on ne peut pas emmener ce monsieur. Maintenant, il est emmené, il est menotté. Il faut que vous veniez avec nous. Je peux le faire demain? Elle a pris mon numéro. Je vais prendre contact avec le SAIP, on va voir ça. Vous restez à ma disposition quelques instants, s'il vous plaît. L'équipage de la BAC repart en mission, dépité. Pour eux, le comportement de cette jeune femme n'est pas une exception. Les victimes, très souvent, rechignent un petit peu à déposer plainte et puis nous, ça nous complique bien le travail, quoi. C'est frustrant, quoi, surtout quand on rattrape l'agresseur et puis en face de nous, la victime se retournerait peut-être presque contre nous pour pas nous suivre, alors qu'à la base, elle a été agressée par quelqu'un, quoi. Donc oui, c'est frustrant. Ouais. Mais la déception est de courte durée. L'étudiante portera plainte dès le lendemain matin. Le suspect encourt une amende de 75 000 € et 5 années de prison. Quelques heures plus tard, au pied du Sacré-Cœur, le quartier de Montmartre est un des plus prisés des touristes, notamment pour la vue panoramique sur tout Paris. Mais les vacanciers ne sont pas les seuls à profiter du paysage. À peine à l'écart, un groupe de jeunes Parisiens en train de tranquillement rouler et fumer du cannabis à la vue de tous.
La conversation s'engage et visiblement, ils servent également de rabatteurs. Il fallait combien, mon pote? Hein? Il fallait combien? 60. Tu vas rue. Ok. C'est cool. Bon, bah merci. Un des jeunes nous indique une adresse à 5 minutes à pied où nous pourrions trouver du cannabis à acheter. Et nous n'allons pas chercher très longtemps. À peine arrivés dans cette zone encore très touristique, nous sommes accostés par un homme sur un banc. Ouais. Qu'est-ce que t'as à me proposer? Un peu chichon. Hein? Que dit? Le dealer est cet homme au blouson noir. Il veut nous vendre une douzaine de grammes de cannabis. Normalement, les 10 grammes, c'est franchement 80 francs. Ouais. Je pense. 10 grammes 60. Je vais retirer les soins, je reviens. Vas-y, ça marche. Voilà, tu te poses là, tu tires ici, tu te poses là-bas, là. Ouais. Et moi, je t'envoie direct. Vas-y, ça marche. Nous ne donnerons pas suite à la proposition du dealer. Comme lui, ils sont nombreux à profiter de la présence des touristes pour trouver de nouveaux clients. Pour tenter d'enrayer ce phénomène, les forces de police traitent le mal à la racine et s'attaquent aux grossistes qui alimentent ces petits dealers. 11h du matin, base de Paris-Bessières. Le GSO 75, groupe de soutien opérationnel, se prépare à partir en mission. Le GSO est une unité d'élite, 12 hommes triés sur le volet, spécialement entraînés pour les interpellations dangereuses. Aujourd'hui, Sidi et ses collègues partent rejoindre d'autres policiers pour une opération à haut risque en proche banlieue parisienne. On a besoin de vous sur cette opération-là. Comme il y a quand même pas mal de risques, c'est sur une cité sensible de la banlieue parisienne. C'est sur une grosse opération sur le trafic de stupéfiants, je pense, mais vous direz exactement quoi, on va le savoir sur place. On évite de nous dire tous les éléments juste avant, justement. Pour les opérations les plus sensibles, afin d'éviter tout risque de fuite, les détails de l'intervention sont gardés secrets jusqu'au dernier moment. Il y a de l'appréhension quand vous partez sur une opération comme celle-ci? On travaille plus ou moins en sécurité, on connaît l'équipe, on travaille toujours avec les mêmes collègues, donc on essaie d'être le plus concentré en restant motivé, tout se passe bien en général. Ça vous empêche pas de dormir la veille? Non. Je dors très bien. Ouais. Arrivé au commissariat, le GSO retrouve les autres services de police pour le briefing. Au total, plus de 50 policiers sont mobilisés. À leur tête, Jérôme Clément, le commissaire qui dirige l'opération. Je suis très content d'avoir le GSO 75. Bon, c'est affaire à des gens professionnels qui ont un objectif, c'est maîtriser maîtriser totalement la pièce qui va être investie. Voilà, c'est assurance sur risque pour moi. Le but de cette opération d'envergure, interpeller un fugitif en Seine-Saint-Denis. Condamné à 4 mois de prison pour trafic de drogue, l'homme s'est soustrait à la justice. On a un objectif que les Courneuviens connaissent bien, donc gros trafiquant de stupes, gros calibre sur la Courneuve. Il monte en puissance, il n'y a pas beaucoup de services qui travaillent dessus. C'est l'homme le tout puissant à la Courneuve dans le trafic de stupes. Donc je veux de la rigueur, je veux évidemment toutes les mesures de sécurité, gilet pare-balles, et surtout respect strict des instructions pour qu'il n'y ait aucun souci de notre côté. À l'intérieur du restaurant, c'est le GSO 75. Si jamais il y a usage d'armes ou n'importe quoi, le GSO, ils sont préparés, ils sont équipés, ça défouraille pas n'importe comment. C'est le GSO qui intervient, d'accord ? Vous êtes derrière, vous avez un major, voilà, c'est le major qui dicte l'opération à l'intérieur du local. On compte beaucoup sur vous, là. Il y a un peu d'appréhension. Non, pas pour l'instant. Au dernier moment, parce que on peut se louper, il peut y avoir tellement de paramètres qui rentrent en jeu que oui, de l'appréhension, mais une fois qu'on est parti, on est parti. On est entraîné pour ça. Le trafiquant en fuite se sait recherché par la police, mais pourtant, il ne se cache pas. Persuadé d'être intouchable, il continue à vivre tranquillement dans sa cité. Il aurait installé son QG dans un restaurant. Pour l'arrêter, la police compte sur l'effet de surprise. Et justement, des policiers en planque l'ont localisé devant le restaurant.
le top départ est donné. Il y a l'adrénaline qui commence bien sûr à monter. Après, c'est du plaisir. Ça va peut-être durer 2 minutes, mais c'est 2 minutes qu'on aime. C'est la raison pour laquelle on est là. L'homme ciblé et ses complices sont particulièrement dangereux. Lourdement armés, ils n'ont peur de rien et l'ont déjà prouvé en ouvrant le feu sur la police à l'arme de guerre. Il est 17h, les rues sont bondées, le moindre échange de coups de feu peut virer au carnage. Les policiers n'ont pas le droit à l'erreur, la tension est palpable. L'opération se déroule dans une cité sensible. La menace peut venir de l'intérieur du restaurant comme de l'extérieur. Le GSO n'est plus qu'à quelques mètres de l'objectif. L'interpellation est imminente. À peine arrivé, bonne surprise pour les policiers. L'homme est juste devant son restaurant. L'effet de surprise est total. Le trafiquant n'oppose aucune résistance. Il est interpellé sur le champ. À l'intérieur du restaurant, le personnel et tous les clients sont pour le moment considérés comme suspects. Pourquoi vous les faites se coucher par terre comme ça? Ça évite de leur donner des idées de pouvoir bouger. C'est pas rabaissant, c'est simplement pour leur sécurité et la nôtre. À l'extérieur, l'interpellé est sous bonne garde et les badauds sont tenus à distance. Tous les clients sont fouillés, leur identité est contrôlée avant qu'ils soient relâchés, un par un. La perquisition du restaurant peut commencer. Donc, on est technique habituelle. On commence par ce coin-là qui me paraît relativement propre. Et on est extrêmement méticuleux. On fouille absolument tout. Tout y passe. On est parti. Objectif de la perquisition, trouver de la drogue, des armes ou de l'argent lié au trafic. Le restaurant est fouillé de fond en comble. Ça n'a pas été fait, ça, les copains. Faut me vider tout ça. Sortez-moi tous les bacs, regardez au fond. Déjà d'une, on est en matière de stupéfiants. Deux, on est chez des gens dont un certain nombre de renseignements nous laissent penser qu'ils sont susceptibles d'avoir des armes à feu et on sait qu'ils n'hésitent pas à s'en servir. Donc on a l'occasion de faire une perquisition chez eux, donc on va tout passer au peigne fin. Il est hors de question de laisser une arme traîner entre les mains, ou des munitions, ou éventuellement, et bien sûr des stupéfiants, mais on veut rien leur laisser. Comme l'exige la loi, la perquisition se déroule en présence du propriétaire des lieux. Chaque centimètre carré des cuisines et du sous-sol est inspecté, sans ménagement, une manière de marquer les esprits. Ouais, t'es content. Malgré tous leurs efforts, les policiers vont seulement trouver 800 € en liquide et une petite quantité de résine de cannabis cachée dans ce coffre-fort. 2 heures plus tard, la perquisition se termine. Bilan positif, l'impact psychologique était là. Donc voilà, on a tenu la place pendant 2h30. On a à l'intérieur trouvé 2-3 petites choses, il va falloir qu'on déblaye ça au commissariat. Lui, on le récupère pendant 4 mois. Il était recherché pour du trafic de stupes, donc il avait 4 mois à faire. Donc voilà. Attention, parce que c'est le moment où on se détend. Restez attentifs. Restez attentif, pourquoi? C'est toujours des moments où on a fini, sauf qu'on est quand même un milieu hostile, donc il faut pas se relâcher. Le trafiquant doit être emmené au commissariat. Un transfert particulièrement risqué que redoutent les policiers. C'est souvent à ce moment que des complices interviennent pour libérer un prisonnier. La consigne, ne jamais s'arrêter, être toujours en mouvement pour minimiser les risques d'une attaque extérieure. Le risque dans ce genre de transfert, c'est quoi exactement? Écoutez, sur l'individu qu'on transfère, il y a quand même ses copains qui sont venus le chercher pendant un transfert pour les UMJ en rafalant la Kalachnikov sur le véhicule de police, donc il y a quand même un risque qui est... Tout du moins il y a des antécédents dessus, donc
Donc on essaie de prendre toutes les précautions. Après 10 minutes de trajet sous haute tension, le convoi arrive enfin au commissariat. Mission réussie pour les hommes du GSO, la tension retombe, c'est le soulagement pour toute l'équipe. Merci à vous, très bien, c'est impeccable, parfait. Je féliciterai vos gars, merci. C'était impeccable, parfait, rien à dire. C'est gentil. Merci beaucoup, bon retour. Vous êtes content d'eux ? Merci, impeccable, parfait. Très bon boulot. Fin de journée pour le GSO et tous les policiers. Retour dans le centre de Paris. Pour découvrir la ville, les touristes passent une bonne partie de leur journée dans l'un des sites les plus fréquentés au monde. Le métro parisien. 300 stations, 200 km de rails, plus de 4 millions de voyageurs par jour, soit près d'1,5 milliard par an. Autant de proies potentielles pour les pickpockets qui en ont fait leur terrain de chasse favori. Mais ces voleurs ne sont pas les seuls à épier les faits et gestes des usagers. Nous sommes dans la salle de commandement de la police du métro, chargée de la sécurité de tout le réseau ferré francilien. Ici convergent les 14 000 caméras du métro et du RER parisien. Des policiers s'y relaient jour et nuit pour traquer les pickpockets et les voleurs à la tire. Donc elles se sont avancées, elles ont jeté un petit coup d'œil. Visiblement, elles n'ont pas vu quelque chose qui les intéresse. Lève-la. Il a un petit sac en bandoulière, un jean clair. La cible favorite des voleurs, les touristes. Ça essaye la poche, Ils vont s'attaquer aux touristes, notamment les touristes asiatiques, parce que ce sont des touristes qui utilisent rarement la carte de crédit, donc qui culturellement se baladent avec donc, pas mal d'espèces, et donc dérobent ces touristes-là parce qu'ils savent qu'ils ont du cash tout simplement sur eux. Mais pour arrêter les pickpockets, les caméras ne suffisent pas. Gare d'Austerlitz, au sud-est de Paris. Nous sommes à la base d'une unité spécialisée de la préfecture de police de Paris, la brigade des réseaux ferrés. Philippe, présent. Isma, Kamel, Mélanie, Laurent, présent. Vous ne verrez pas le visage de ces policiers. Passer inaperçus est la base de leur métier. Leur spécialité, se fondre dans la foule du métro parisien pour repérer et arrêter les pickpockets en flagrant délit. 10h du matin, dans les galeries de la gare du Nord, la chasse aux pickpockets commence pour Philippe, le chef de groupe, et ses 3 collègues, Kamel, Isma et Jeannot. Nous sommes au mois de juillet, une période particulièrement chargée pour nos policiers. L'été, il y a énormément de touristes sur le réseau. Et puis l'été, c'est aussi plus facile de voler. Beaucoup de touristes ont les portefeuilles dans les poches, sont moins habillés. Direction la station Pigalle, un haut lieu touristique très prisé des pickpockets. Philippe est aux aguets à la recherche du moindre comportement suspect. À chaque fois qu'il y a des gens qui arrivent, je regarde tout de suite ce qu'ils regardent. Tu te mets à leur place aussi pour faire le tri. Il faut vite faire le tri. Tu vas voir la rame arriver, et les mecs, tu vas les voir, ils vont avoir la tête comme ça pour voir tout ce qu'il y a sur le quai. Et 2 secondes après, hop, il va être la tête penchée sur tout ce qui rentre, les poches, clac, clac, clac. Donc après, quand tu as le coup d'œil, tu fais vite le tri. De la théorie à la pratique. Quelques minutes plus tard, les policiers arrivent à la station République. Ouais, c'est là. En une fraction de seconde, Philippe repère un petit groupe de jeunes voleurs à la tire. Et ils sont en pleine action. Ça bosse, ça travaille. Allez, vas-y, pète. Allez, on sort. Vas-y. Va prendre la cave, Isma. Dès qu'elle a vu arriver les policiers, la voleuse a relâché le portefeuille. Ça va, les filles? Mais elle a bien été prise la main dans le sac. Les victimes sont une famille de touristes indiens. Okay. They open your bag and try to rob you. So come with me. We are going to check if it's okay for you. Just 5 minutes. We stop the train. Les pickpockets, elles, sont immédiatement placées en garde à vue. Elles seront jugées dans quelques mois devant un tribunal pour enfants. Dans le métro, la chasse aux voleurs est incessante. Retour avec Philippe et ses collègues qui reprennent leur patrouille. Ouais, Isma. 2 petites qui vont peut-être monter.
2 jeunes voleuses à la tire ont été repérées à Barbès-Rochechouart, à une station d'ici. Chaque seconde compte. Pour ne pas se faire repérer par la police, les pickpockets restent très peu de temps au même endroit. Là, ça part dans le couloir. Les voleuses présumées sont déjà reparties dans les couloirs, mais Philippe parvient à les rattraper. Ce sont ces 2 jeunes filles en rose et haut à paillettes. Elles sont accompagnées d'un complice ici, à droite de l'écran. T'as le mec qui essaye de faire un peu le chouf là, et les deux jeunes filles qui cherchent à travailler. Le chouf, c'est le guetteur chargé de surveiller leurs arrières pendant que les voleuses travaillent. Autrement dit, pendant qu'elles fouillent le sac ou la poche d'une victime. Un peu plus loin, les voleurs ont repéré une proie idéale. Ces touristes avec leur sac à dos. Au risque de se faire repérer, Philippe se rapproche. Si les voleurs passent à l'action, il doit pouvoir intervenir. Vas-y, essaye. Moi, je vais faire le sac du touriste. La voleuse n'a pas réussi à glisser sa main dans la poche du sac à dos. La tentative de vol n'est pas consommée. Philippe ne peut pas les interpeller. Quelques secondes plus tard, le groupe fait subitement demi-tour en plein couloir. En langage policier, on appelle ça un coup de sécurité. Ça permet aux voleurs de vérifier que personne ne les suit. Philippe est obligé de passer devant les pickpockets. Moi, faut surtout pas s'arrêter, pas prendre de risques. Là, je les entends parler, donc c'est que c'est derrière. Mais Philippe ne compte pas lâcher sa filature. Il retrouve les voleuses à l'affût en bas des escaliers. L'une est ici à gauche de l'image, l'autre à droite au pied de l'escalator, à la recherche d'une proie facile. Là, Philippe se met en position pour les surveiller discrètement, prêt à intervenir. Ah, Isma, on est au tripode. Hein. De leur côté, Isma et Kamel surveillent les autres membres de la bande. Attention, ça regarde. Ouais, mais regarde côté 5, Isma, côté 5. Il y en a 2 qui sont partis, j'espère que ça travaille pas. Hein. Voilà, la grosse difficulté, c'est de ne pas se faire voir le temps que ça parte dans l'escalier mécanique. Portrait. Tu vois, les touristes, ils sont en train de prendre leur truc, ils laissent les bagages comme ça. Ça y va. Cette fois, c'est parti. Dans l'escalier mécanique, les voleurs sont en pleine action. Philippe les rattrape discrètement. Hop là, ça y est, ça travaille un sac à dos. Vas-y. C'est la jeune femme en rose qui opère. Ici, elle est en train d'ouvrir le sac à dos de sa victime. Le flagrant délit est avéré. Allez, Philippe intervient. Donne, dépêche-toi là. Elle a travaillé la dame avec le sac à dos là. Isma, la dame qui monte avec les béquilles et le sac à dos là. Isma, de son côté, retrouve la victime, qui ne s'est aperçue de rien. Vous avez le sac ouvert, d'accord? Donc il y avait des pickpockets et ils vous ont pris quelque chose, d'accord? Oui, regardez dans votre sac. C'est mon porte-monnaie. Ah, c'est votre porte-monnaie? Et on m'a prévenu. D'accord, donc venez avec moi s'il vous plaît. Donc tu vois, faut toujours avoir l'œil, ça va très vite. C'est quand même excitant. C'est pas forcément l'interpellation qui va être excitante, mais c'est tout ce travail de filature, de pas se faire voir, voilà. Bonjour madame. Voilà, vous vous êtes fait voler dans le sac à dos. Bon, est-ce qu'il y a toutes les cartes dedans? Ouais, c'est pour ça qu'au poste de police, on va vérifier. Je pense qu'il y a tout. Elle a eu le temps de rien faire parce que je peux vous les montrer juste ici. C'est 2 jeunes filles et puis le jeune garçon qui sont en appui sur le. Voilà. Donc. C'est une chance. Ouais, bah oui. C'est la première fois que vous vous faites voler un portefeuille, madame? Non, c'est pas la première fois. C'est du service public. Hein. Nous, on est là pour que les gens puissent prendre les transports sans se préoccuper de savoir s'ils vont se faire agresser, voler. Voilà. C'est ce qui est gratifiant aussi. Le vol a été commis en réunion, dans l'enceinte du métro et sur une personne âgée. 3 circonstances aggravantes. En théorie, les voleurs risquent 15 ans de prison et 150 000 € d'amende. Dans la réalité, les jeunes voleuses sont quasiment toutes issues de la même bande des pays de l'Est. Elles ne possèdent pas de papier d'identité, se déclarent sans domicile fixe et mineurs. Résultat, elles sont très rarement inquiétées par la justice. Il arrive même que les policiers les retrouvent dès le lendemain, en train de voler. Bien souvent, elles sont exploitées par un réseau criminel, comme nous l'explique Kamel, policier à la BRF depuis 8 ans. Ça fait de la peine parce que quand on voit les gamines de leur âge qui normalement sont au collège, c'est la période ado, ils doivent s'éclater, et là on les voit sur le réseau en train de voler, elles n'ont pas le choix.
ils ont des adultes qui sont derrière, qui leur disent de voler et de ramener tant d'argent tous les jours. Ça fait de la peine. Mais bon, on ne peut pas se permettre de les laisser faire leur possible. Dans le commissariat de la gare du Nord où les victimes viennent déposer plainte, certains touristes se montrent très reconnaissants envers les policiers. Vous êtes une vraie star, vous signez des autographes? Ça nous arrive. Ils veulent que je leur laisse mon adresse pour nous remercier d'avoir récupéré leur portefeuille. Comme ce couple d'Américains en visite à Paris avec leurs 2 enfants. Et là, ils repartaient demain. Donc c'était une bonne chose pour eux parce qu'ils ne se sont pas rendus compte du tout de ce qui s'est passé. On sortait par les escaliers quand des hommes ont crié « Police, police !» Alors on s'est retourné. Les policiers nous ont stoppés. Ils m'ont demandé de vérifier si j'avais bien mon portefeuille. Je vérifiais, il n'était plus là. Il avait disparu. J'avais pas réalisé qu'on m'avait pris le portefeuille dans ma poche arrière. Le voleur était très bon. Si j'avais perdu mon portefeuille, j'aurais eu des gros problèmes. Permis de conduire, carte bancaire, l'argent, tout était dedans. Donc c'est un très bon travail de policier, vraiment. J'apprécie. La prochaine fois, on fera plus attention. On sera mieux préparé. En photo avec vous et mon papa. If you want, yes. C'est quoi? D'autres. À Paris, chaque année, les équipes de la BRF arrêtent plus de 2000 pickpockets. Pour la plupart des Parisiens, une soirée d'été est synonyme de détente et de repos. Mais quand la nuit tombe, les hommes de la BAC 75N, la brigade anti-criminalité de nuit, eux, rentrent en action. 23h, Diane part en patrouille avec Val et Alex pour une longue nuit de chasse aux délinquants. Et après seulement 10 minutes de patrouille, Diane et son équipage repèrent 2 jeunes à scooter. Ils roulent sans casque et dès qu'ils aperçoivent les policiers, prennent la fuite sur le trottoir. Putain. Il faut demi-tour, vas-y, ils sont... Putain. Les hommes de la BAC les prennent immédiatement en chasse. Il s'agit peut-être d'un scooter volé ou transportant de la drogue. De faible puissance, le 2 roues est très vite rattrapé par les policiers. D'accord. Ouais, en course-poursuite, derrière 2 individus sur un scooter non casqué. Non casqué sur le 10e Magenta, au niveau de la gare de l'Est. Malgré l'insistance des policiers, le scooter refuse de s'arrêter et prend tous les risques pour tenter de leur échapper. D'abord cette petite rue à contresens. Puis il s'engouffre dans un square où la voiture ne peut pas les suivre. Les policiers sont sur le point de se faire distancer, mais le conducteur du scooter perd le contrôle. Oh, il est tombé. Il est tombé, gros. Vite, là. Bouge pas. Ça va ou pas? Il y a 2 minutes, on était au calme et boum, ça part tout de suite, ça peut partir très rapidement. Diane et ses collègues veulent maintenant savoir pourquoi les 2 jeunes se sont enfuis. Il est pas vous? Ah, il est pas vous? Vous l'avez piqué où? Vous l'avez tiré où le scooter? Même pas. Il a qui le scooter? Elle tire à personne. Alors il est venu comment le scooter? Voilà. On cherche une soirée. On l'a pris, voilà. L'un des 2 jeunes hommes reconnaît qu'il a volé le scooter. Mais pour en avoir le cœur net, Diane contacte le service des véhicules volés. Déclaré volé? Mai 2011, volé depuis mai 2011. Impeccable. C'est une belle affaire pour la BAC, ça. C'est ce qu'on recherche. Ce qu'on aime, un vol de véhicule, bon bah là il y a une petite poursuite. Les 2 personnes sont interpellées, il n'y a pas de bobos, il n'y a pas de blessés. C'est une bonne affaire. Voilà. À la BAC nuit, c'est souvent quand on s'y attend le moins que l'action surgit. Au moment de partir pour le commissariat, des collègues de Val et Diane repèrent un autre scooter en pleine séance de rodéo. Qu'est-ce qui se passe? Le scooter force le passage. Qu'est-ce qui se passe là? Aussitôt, les policiers se lancent à sa poursuite, précédés par un autre équipage en civil. Il a pris à droite. Putain.
Et là, il y a un autre scooter, apparemment, ils ont refusé le contrôle. Ils ont refusé le contrôle et des collègues qui étaient sur place. Et il a pris la fuite. Voilà. Qu'est-ce qui se passe là? Oh. Ouais. Quelques instants plus tard, les 2 nouveaux fuyards sont interpellés par un autre équipage de la BAC. C'est bon. Et pour arrêter les 2 délinquants, la BAC a utilisé une stratégie plutôt étonnante. Comme on avait coupé le bleu et le 2 tons, et ils nous ont pas vu les suivre. Et à un moment, ils ont pensé qu'on les avait lâchés, qu'ils nous avaient semés. Et donc, ils s'apprêtaient tranquillement à aller ici. Ils ont lâché le scoot pour rentrer tranquillement dans le vendeur de halal qui se trouve là. Et voilà. Et ils sont complètement bourrés tous les 2. Au cours de leur garde à vue, les 2 jeunes de la première poursuite ont nié avoir refusé de s'arrêter et ont prétendu avoir été percutés par la voiture de police. Pour le vol du scooter, ils risquent 45 000 € d'amende et 3 ans de prison. Comme ces 2 jeunes, de plus en plus de voyous narguent la police en utilisant des scooters plus maniables pour semer les hommes de la BAC. Scooters volés, excès de vitesse, état d'ivresse, ces délinquants cumulent les délits. 56. 34. Les intercepter sans provoquer d'accident, c'est une des missions les plus délicates de la BAC. Tu t'arrêtes, c'est tu t'arrêtes. Comme nous l'explique le commissaire Bourde, chef de la brigade anticriminalité de nuit. Alors le risque, c'est effectivement des jeunes, voire très jeunes, sur un scooter sans casque, qui défient la police, parce que dans certains quartiers c'est le jeu, que dans la tentative d'interception, on ait un accident dramatique, comme ça a été le cas à Villers-le-Bel. Mais arriver effectivement parfois de faire stopper la poursuite pour limiter les risques, risques pour l'individu pourchassé, risques pour les policiers et risques pour les gens dans leur voiture, les piétons. Il faut évidemment en tenir compte. 1 heure plus tard, nous retrouvons Diane, Val et Alex en patrouille sur le périphérique nord. Au loin, ils repèrent un scooter de grosse cylindrée en excès de vitesse. Les policiers décident de le rattraper. Alors, 2 roues immatriculées Alpha November 080. Le scooter roule à plus de 140, 60 km/h au-dessus de la limite autorisée. C'est un délit de grande vitesse. Le conducteur du scooter représente un vrai danger. Diane, Val et Alex doivent l'intercepter. Mais malgré la sirène des policiers, surprise, le scooter ne ralentit pas, au contraire, il accélère. En langage policier, c'est un refus d'obtempérer. La chasse est lancée. Z 750, TJ 52 Charlie 2, urgent. En poursuite derrière un T-Max, porte de Clichy en direction porte d'Anières, un couple à bord. Je répète, un individu et une femme à l'arrière habillée en beige. Il sort porte d'Anières. Le fuyard sait que sur un périphérique fluide, il n'a aucune chance de semer les policiers. Alors, il tente le tout pour le tout. Il s'enfuit vers la banlieue en se faufilant entre les voitures et grillant les feux rouges. Putain, dégage, merde. Ouais, 750, TJ 52 Charlie 2, direction Asnières. Il prend la fuite, direction Asnières. Il prend tous les risques. Le scooter est maintenant en plein centre-ville. Pour échapper aux policiers, le conducteur a une tactique très risquée. Il s'engouffre dans de petites rues en sens interdit. Si une voiture arrive, le scooter tentera de se faufiler et la voiture des policiers restera coincée. Ouais, sens interdit sur Voltaire. Actuellement, rue de Carnot, sur la commune d'Asnières. Bon, il brûle tous les feux rouges. Heureusement pour les policiers, à cette heure tardive, peu de voitures circulent dans les rues. Voilà. Allez. Diane et ses collègues parviennent à garder le scooter en vue. Rue Jean Gabin, il tourne en rond là, il tourne en rond pour l'instant, on est toujours derrière. Mais à plus de 80 km/h en plein centre-ville, il suffirait d'un simple accrochage pour provoquer un accident dramatique. Casque noir pour l'homme, casque blanc pour la femme. Direction de Marcel Cerdan, Palais des Sports, sur la commune de Levallois pour l'instant. Rue après rue, Val et Diane communiquent la position du scooter en fuite sur la fréquence de la police, dans l'espoir que leurs collègues viennent lui barrer la route. Fais gaffe. C'est bon à droite. Le conducteur du scooter prend tous les risques pour échapper aux policiers, alors qu'Alex, le pilote de l'équipage, est obligé de rester prudent. Il ne peut pas se permettre de provoquer un accident. Résultat, peu à peu, le scooter parvient à semer les hommes de la BAC. Alex aperçoit le fuyard sur sa gauche, mais le temps de faire marche arrière, il a déjà repris le large.
Bon, là, pour l'instant, on l'a perdu sur la commune de Levallois, rue du Parc. Mais au croisement suivant, surprise, les policiers retombent nez à nez avec le fuyard. À ses trousses, un autre équipage de la BAC. Ouais, attention le même temps. Attention les collègues, attention les collègues. Ouais, il est repris là par les collègues BAC 17. Putain. Un autre équipage de la BAC a pris le relais. Pour Val, Diane et Alex, inutile de continuer à prendre des risques. Leur course-poursuite s'arrête là. Bah, deux roues, c'est pas évident. Hein. Sur le gaz, il m'a dit pas sur conférence pro, je sais pas si c'est c'est assez risqué quand même, pour le deux roues. Parce qu'il suffit moindre erreur, et là, c'est lui qui encaisse. Hein. Lui et sa passagère. Mais la frustration est vite passée. Quelques minutes plus tard, Diane et ses coéquipiers apprennent une bonne nouvelle. Il y a une 750 de la BAC 17, interpellation du couple. Dans une impasse, j'essaie de vous trouver un nom de... Au terme d'une course folle de plus de 10 minutes, le scooter a fini par être intercepté. Les policiers vont enfin savoir pourquoi son conducteur a pris la fuite. Pour une conduite en état d'ivresse, un refus d'obtempérer, interpellation sans incident. Je dois instruction pour savoir sur quel endroit... Si c'est juste une conduite en état d'ivresse, bon, on va essayer de voir s'il y a autre chose derrière, mais... Juste parce qu'il a bu, quoi. Eh oui, juste parce que le monsieur a bu et n'a pas voulu... Il aurait pu se tuer sa compagne. Exactement, exactement. Donc là, on verra ensuite au commissariat les suites de cette affaire, savoir si les gens sont recherchés ou pas, ou s'il y a autre chose derrière ça, ou si c'est juste effectivement une conduite en état d'ivresse. Auquel cas, ce serait vraiment là de la folie, effectivement. Commissariat du 17e arrondissement. Les hommes de la BAC-N retrouvent leurs collègues qui ont interpellé leur fuyard. Franchement, à l'endroit où il prend, je pensais qu'on allait se faire avoir. Et en fait, non, c'est lui qui s'est fait avoir parce que l'endroit qu'il a pris, pensant qu'il allait nous avoir, parce que là, on pouvait plus accéder en voiture. C'était une impasse, c'était le parc. Ils se sont laissés interpeller sans problème, sachant que la jeune femme qui est ivre était dans un état d'excitation avancée, donc on est obligé de la maîtriser, mais sans incident, on a réussi à la maîtriser et à interpeller le conducteur du scooter qui, lui, s'est laissé interpeller tranquillement. Vu que voilà, il a essayé de prendre la fuite, il a dit c'est bon, vous m'avez eu. Donc voilà. Bah, c'est malheureusement monnaie courante dans notre métier de tomber sur des gens qui refusent le contrôle parce qu'ils ont trop bu, alors qu'ils auraient mieux fait de prendre les transports en commun ou le taxi, mais pour pas perdre de temps ou d'argent, bah, voilà, ils ont décidé de reprendre leur véhicule et de mettre leur vie en danger et la vie des autres usagers de la route. Le conducteur du scooter est placé en garde à vue pour conduite en état d'ivresse, refus d'obtempérer et mise en danger de la vie d'autrui. En cellule de dégrisement, il accepte de répondre à nos questions. Il est loin de correspondre à l'idée préconçue que l'on a d'un délinquant. Je peux vous demander votre âge ? 49 ans. Oui. C'est une grosse bêtise pour un monsieur de 49 ans. Oui, c'est des choses qu'on fait à 20, 25 ans maximum. Pas à cet âge-là. Vous vous rendez compte que vous avez pris énormément de risques pour essayer d'échapper à la police ? Ouais, je m'en suis même rendu compte dans certains croisements, oui, bien sûr. Je me sens mieux ici, sans avoir blessé personne, qu'ici, en ayant blessé du monde. J'ai eu de la chance, oui. Vous regrettez ? Non, ça sera à refaire, je m'arrête tout de suite. Je prends pas tous ces risques. Ça vaut pas le coup. Ça vaut pas le coup. Et si l'homme a refusé de s'arrêter, ce n'est pas uniquement parce qu'il avait trop bu. Qu'est-ce que vous faites comme métier ? Coursier. Coursier ? Oui. Vous avez besoin du permis ? Oui, vraiment, oui. On va pas chercher des faux fuyants. Faux fuyant, vrai fuyard, l'homme va devoir changer de métier pendant quelque temps. Jugé en comparution immédiate, il a été condamné à 6 mois de suspension de permis, 500 € d'amende et 3 mois de prison avec sursis. Avant d'accéder au centre de la capitale, la majorité des touristes a d'abord un point de passage obligé. Roissy-Charles de Gaulle, 2e aéroport européen. Chaque jour, près de 100 000 passagers, touristes ou hommes d'affaires arrivent ici avant de rejoindre la capitale. Pour les conduire jusqu'à Paris, les taxis parisiens font comme leurs clients, ils font la queue. Ici, 8 à 10 000 chauffeurs se succèdent quotidiennement pour y prendre un client. Les jours d'affluence, l'attente peut durer jusqu'à 4 heures. Alors, plutôt que de patienter comme tout le monde, certains taxis peu scrupuleux trichent
et vont cueillir le client directement dans l'aérogare. Dans le jargon des taxis, ça s'appelle un grillage. C'est illégal et sévèrement puni par la commission de discipline des taxis parisiens. « 22h, terminal 2B. Julia et Sarah sont 2 journalistes de notre équipe. Ce soir, elles se font passer pour des touristes américaines, une des cibles favorites des taxis tricheurs. Munies de caméras cachées, elles se mélangent au flot des passagers qui descendent de l'avion. Leur objectif, savoir si le racolage par des taxis tricheurs est une pratique courante à Roissy. La réponse ne se fait pas attendre très longtemps. À chaque arrivée d'avion, Julia et Sarah font mouche. En moins de 2 minutes, à chaque fois, un taxi racoleur se présente et leur propose ses services. Et lorsqu'un taxi tricheur tient une proie facile, il en profite jusqu'au bout. Yeah, we're going to Montmartre. Yeah. Are you a taxi? Julia et Sarah donnent au chauffeur l'adresse d'un hôtel situé à 2 pas de la place de Clichy, au nord-ouest de Paris. L'itinéraire recommandé par le GPS est simple. Autoroute A1, porte de la Chapelle, périphérique nord, place de Clichy, coût moyen d'une telle course à 7 heures, 42 €. Le taxi de Julia et Sarah, lui, a préféré prendre l'autoroute A3, sortir porte de Bagnolet et rejoindre la place de Clichy par les grands boulevards. Un détour volontaire de plus de 6 km qui rapporte au chauffeur 55 €, c'est 30% plus cher que le tarif normal, soit un bonus de 13 €. Une somme qui peut paraître dérisoire. Pourtant, l'astuce peut devenir très vite rentable. Démonstration. 20 minutes plus tard, nous retrouvons notre taxi resquilleur à Roissy. Il a une nouvelle fois court-circuité les 2 heures d'attente et charge de nouveaux clients, exactement au même endroit. À ce rythme-là, il peut gagner jusqu'à 500 € par jour, soit 2 fois plus qu'un taxi honnête qui fait la queue pendant des heures. De quoi énerver certains de ses collègues. Nous, on attend 1h30, chez eux, ils chargent en 10 minutes, c'est pas bien. Bien sûr que c'est du vol. Pour moi, c'est du vol. Ça m'écoeure, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est de... Ça me rend malade. On est là, on se regarde, on est impuissant devant cette situation. Il faut trouver une solution à ça, hein. Parce que ça... Pour traquer ces taxis malhonnêtes, la police a créé une unité spéciale surnommée les Boers. Foued, Stéphane et Marie font partie de cette unité unique en France. Afin de se fondre dans la masse des voyageurs, ils travaillent en civil. 21h. Foued et Marie repèrent 2 hommes au comportement suspect. Oh bah c'est beau, tu vois, on a une brochette. Il n'y a qu'à choisir. Les policiers arrivent juste à temps. Les taxis racoleurs sont sur le point de conclure avec des clients. Pour arrêter les taxis tricheurs, les Boers doivent les prendre en flagrant délit, au moment où ils embarquent leurs clients. Stéphane et son équipe ne les lâchent pas d'une semelle. Reste là, regarde juste. Mais il y a un problème. Le deuxième suspect, l'homme au manteau 3/4, risque de tout faire rater. Il a repéré les policiers et tente de rattraper son collègue pour le prévenir. Stéphane a repéré son manège. Tu le prends, prends-le, chope-le. Sors le 3/4, sors-moi le 3/4 de là, qui vire, qu'il n'aille pas me le prévenir. Tu me le vires. D'un simple geste, Marie arrête l'homme dans son élan. Le premier chauffeur fait monter ses clients dans sa voiture. On le chope à la barrière? Non. Il ne s'agit pas d'un vrai taxi, mais sûrement d'un transporteur privé. Dans ce cas particulier, il doit pouvoir prouver qu'il a été réservé, sinon il est bien en infraction. Il roule? Police nationale. Police nationale, contrôle. Contrôle. Est-ce que vous êtes réservé pour ce monsieur-là? Non, je ne suis pas réservé. Vous n'êtes pas réservé? Pas du tout. D'accord. Le chauffeur reconnaît ses torts sans sourciller. Les clients sont des touristes arrivant du Maghreb. Battu, accepte.
Il a dit « j'ai une société ». Je lui ai demandé la carte de sa société. Non, je lui ai demandé la carte de sa société. Il m'a dit « je vous la donnerai à la voiture ». Mais une fois dans la voiture, vous êtes arrivé tout de suite, alors je sais pas. Ok. Est-ce que je dois sortir? Vous pensiez que pour vous que c'était un taxi? Pour moi, c'est un taxi. Là. Vous allez tout expliquer ça à ma collègue, elle va tout prendre par écrit. Oui. Et après, on vous met dans un vrai taxi. D'accord? Thank you. J'ai été pris un peu en flagrant délit, là. J'ai fait une petite bêtise à la police, à Roissy, là. Je te rappelle tout à l'heure. Non, je te rappelle tout à l'heure, je t'expliquerai. Le chauffeur n'est pas un taxi, mais il a réellement une compagnie de transport de personnes. Régulièrement, quand il manque de clients, il prend le risque de venir racoler en aérogare. Ils allaient à Paris, là. Là, à Paris, Barbès, franchement, j'aurais pris 45 €. 45 €? 45 €. Ça va. Alors, mes prix, moi, je suis aligné sur les taxis. C'est bien. Parce que le but du jeu, c'est que les clients me rappellent. Aussi, je fais... Le chauffeur garde le sourire, mais il paiera quand même une amende de 135 €. En cas de récidive, le tribunal peut décider de lui confisquer son véhicule et la commission de discipline risque de suspendre sa licence. 6 heures du matin, Paris s'éveille. Après une nuit bien remplie, fin de service pour les hommes de la Bakken. Mais avant d'aller se coucher, Val et Diane décident de jouer les touristes et de faire un petit crochet par Montmartre. C'est magnifique, hein, vraiment. Très très belle ville. Hein. On s'en lasse pas de Paris. Allez, dodo.